Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Char, le chef économiste de la banque suisse Lombard-Odier. Bonjour Samy. Bonjour David, Ça va? très bien vous? Très bien, très bien. On parle de l'inflation. On commence par ça qui a ralenti plus que prévu en avril aux États-Unis. On a les chiffres avant-hier, 4,9% sur un an. Alors on se dit quoi? On se rappelle qu'il y a un an, on était quasiment à la même époque, ou en tout cas en juin, à 9%. Ça va quand même dans le bon sens, même si ça ne descend pas aussi vite qu'on le voudrait. Eh oui, on pourrait pas le dire mieux, c'est exactement ça la conclusion. La direction est bonne, mais le rythme d'amélioration est peut-être pas assez élevé. En revanche, il y a vraiment une très bonne nouvelle au niveau de la composition de cette désinflation. On est quelque part en train d'avancer assez rapidement dans l'histoire. L'inflation baisse lentement, mais ce qui est en train de se passer en sous-jacent, là, c'est en train de s'accélérer et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La première partie de la désinflation, du fait que l'inflation est baissée, c'était vraiment lié au coût de l'énergie et à l'amélioration des chaînes de valeur avec la réouverture de la Chine et donc à l'inflation des biens qui était en train de baisser. Mais on avait ce gros problème sur les services avec le prix des services qui était en constante augmentation. Aujourd'hui, on a enfin l'impression d'avoir basculé dans la phase 2 de cette histoire de désinflation. Encore une fois, phase 1, c'était énergie et biens. Et là, phase 2, c'est vraiment les services qui commencent à contribuer à l'histoire de désinflation. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre que cette désinflation est un petit peu plus générale. Et donc, ça confirme le fait quand même qu'on devrait retrouver des niveaux d'inflation un peu plus normaux dans les trimestres à venir. Ouais, il y a toujours 5,5% de hausse de l'inflation sous-jacente, donc hors énergie, alimentation depuis un an. Ça reste quand même élevé, pas très élevé, mais très élevé quand même dans l'absolu, hein. Oui, effectivement, il va falloir un peu plus de temps, mais on a mis en place les bons mécanismes, c'est-à-dire le fait d'avoir ce moteur économique qui était un peu en surchauffe avec une température trop élevée. On a appuyé sur le frein avec des hausses de taux très agressives, et donc petit à petit, le véhicule, donc l'économie, la vitesse de ce véhicule est en train de ralentir, et petit à petit, la température du moteur est en train de baisser. Évidemment, qu'on aimerait tous que ça aille un peu plus vite, mais en même temps, c'est ce qui permet un atterrissage un peu en douceur, c'est-à-dire de ne pas trop choquer l'économie, mais on est quand même en train d'arriver vers un risque d'inflation qui est quand même beaucoup plus mesuré et moindre qu'il y a quelques trimestres. Est-ce que ces derniers chiffres d'inflation, Samy Char, ça valide les choix de Jérôme Powell de la semaine dernière, que de relever une dernière fois ces taux d'un 5 points de base et puis de se mettre a priori en mode pause? Oui, ça valide un petit peu la stratégie. Il y avait deux stratégies. Soit on monte les taux continuellement jusqu'à ce que l'inflation atteigne un niveau plus acceptable. Enfin, le risque, c'est de les monter trop haut et de casser le moteur économique sur le chemin. La deuxième stratégie, c'était de dire, OK, on monte les taux jusqu'à un niveau qu'on considérera comme restrictif, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de contraindre le moteur économique, mais on va peut-être pas aussi haut qu'on pourrait. On va laisser au temps le fait de pouvoir jouer son rôle. Et donc, évidemment, la désinflation est plus lente, mais par contre, on prend moins de risques Ouais. économiques. On voit bien que quand on montait les taux de manière un peu trop agressive, il commençait à y avoir des tensions dans le secteur bancaire. Donc, effectivement, ça valide probablement sa stratégie de maintenir les taux en territoire restrictif pendant un moment, mais de peut-être pas aller aussi haut qu'il aurait pu, mais avec évidemment beaucoup plus de risques macroéconomiques. Donc ça veut dire que c'est... Enfin, c'est une question pour le coup. Est-ce que c'est 500 points de base, c'est 5 points de pourcentage, c'est 5% de hausse de taux depuis un an? Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, font 100% pleinement leurs effets sur l'économie américaine? Parce qu'on s'est monté en puissance, est-ce que là, pour le coup, voilà, tout se fait sentir maintenant? Non, absolument pas. C'est une très bonne question, David. On est encore dans ces effets à retardement. On est en train de voir effectivement les conditions de crédit se durcir drastiquement. Et donc, quand les conditions se crédit, bah, c'est plus difficile d'obtenir un prêt. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez développer une activité, bah, vous avez plus de mal à emprunter parce que ça coûte trop cher. Évidemment, si vous êtes un particulier, ça devient très difficile d'emprunter pour acheter un logement. Donc, tout ça est en train d'arriver. Mais on voit bien que ce sont les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt
où on a vu les effets les plus immédiats. On pense aux manufacturiers, on pense au secteur de la propriété, de l'immobilier, on pense au CAPEX, à l'investissement. Par contre, il y a toute une partie de l'économie qui se tient encore bien, c'est la société des services. Et là, on voit bien que quand même, petit à petit, dans les trimestres à venir, on va voir ces effets aussi impacter ces secteurs-là. Donc, la réponse à votre question, David, c'est non, on n'a pas encore vu les pleins effets. On en a vu dans certains secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt, mais enfin, il y a encore du ralentissement à venir, des impacts à venir, et la deuxième partie de l'année va certainement être marquée par ces effets sur la croissance. Une croissance américaine qui a été, il faut le rappeler, divisée par deux entre le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. On est sur 1,1% sur le premier trimestre aux États-Unis. Est-ce que vraiment ça freine de plus en plus fort outre-Atlantique, et est-ce que cette entrée en récession qu'on annonce, qui est depuis des mois et des mois et des mois, est-ce que là on y est? C'est pour quand on peut dater l'entrée de la récession? Alors, on a le sentiment, bien sûr, ces effets à retardement sont très très difficiles à mesurer. Normalement, on va dire qu'on a à peu près 4 trimestres, 4 à 6 trimestres de décalage entre l'essentiel du resserrement et l'impact économique. Mais aujourd'hui, il y a une différence par rapport au cycle passé. C'est que les ménages ont accumulé pas mal d'épargne pendant la période Covid et post-Covid avec les aides d'État. Et donc, il y a quand même ce facteur compensatoire. Hein. Bien sûr, les banques resserrent et les conditions de crédit se resserrent, mais on a toujours ce coussin de sécurité qui fait que le décalage entre l'impact de ces hausses de taux sur l'économie, si normalement il est de 4 à 6 trimestres, là, il est peut-être de 6 à 8 trimestres. Donc le sentiment, c'est que c'est vraiment au troisième trimestre et quatrième trimestre de cette année qu'on va ressentir l'effet le plus fort, mais il y a évidemment une certaine forme d'incertitude par rapport à ça. En revanche, c'est vrai, David, on a le sentiment que l'inquiétude et les risques macro vont passer de l'inflation à la croissance dans la deuxième partie de cette année. Un petit mot, Samy, de cette crise des banques régionales américaines, qui ne semble pas terminée, malgré les discours rassurants de Janet Yellen pour le Trésor américain, de Jérôme Powell pour la Fed américaine. On a des cours des banques régionales qui sont toujours attaqués et des faillites qui se sont enchaînées. On en est où aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive pas à casser cette logique de défiance? Ça s'est quand même beaucoup amélioré sur les derniers jours. Il y a des différences très importantes entre la situation aujourd'hui et la grande crise financière. Donc, il faut se risquer à dire qu'effectivement, la situation est différente aujourd'hui. Déjà parce que la fonction de réaction des autorités a été beaucoup plus rapide. Non, pardon, je vous coupe juste 2 secondes. Je vous coupe, mais en bourse, quand on voit les cours des banques régionales, pardon, vous avez vu encore les décalages, les baisses de 20 à 30% par jour. Enfin, je veux dire, à vous écouter, c'est comme s'il n'y avait pas de sujet. Non, c'est que ces banques régionales, leur modèle d'affaires va changer. C'est vrai. Donc le cours de bourse est en train de refléter le fait qu'elles vont faire face à un choc de régulation, simplement parce que le modèle bancaire est différent aux États-Unis et en Europe. La différence de régulation entre les grandes banques et les petites banques en Europe est très ténue. Il y a des petites différences, mais elles ne sont pas majeures. Aux États-Unis, la différence de régulation entre les grandes banques et les petites banques est énorme. Et on voit bien qu'effectivement, avec ce qui se passe, la régulation va venir réduire cet écart entre petites banques et grandes banques, et c'est ce qui se reflète dans le prix des cours de ces banques régionales. En revanche, lorsqu'on regarde fondamentalement, il y a quand même deux différences majeures avec les crises financières passées. Un, c'est la fonction de réaction des autorités. Elles ont été très vite là pour fournir de la liquidité et garantir les dépôts, et aussi impliquer les plus grandes banques. En 2008, ça a mis beaucoup de temps à ce que ces facilités de liquidité soient mises en place. Samy, quand est-ce qu'on referme cette parenthèse, entre guillemets, quand est-ce qu'on referme cette parenthèse de cette crise bancaire régionale, des banques régionales aux États-Unis? Je pense qu'on est en train de la refermer. Votre meilleure chance d'éviter une propagation de la crise, encore une fois, c'est d'avoir des autorités présentes avec des moyens. Et c'est ce qu'on a. Donc, le risque de dérapage au niveau de ce risque, pour moi, est très limité. En revanche, quand vous avez le risque d'un feu de forêt, c'est ça qui fait la différence, c'est la présence des autorités. Si ça part un peu à droite, vous avez de quoi l'éteindre. Si un contre-feu arrive à gauche, vous avez de quoi l'éteindre. Et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. On sent bien que c'est parti avec SVB, ça a été éteint. Et puis, il y a eu First Republic, ça a été éteint. Si on a une troisième, ce sera éteint. Et c'est ce processus-là qui fait que la confiance va quand même revenir et est en train de revenir. On voit d'ailleurs que il y a beaucoup moins de liquidités qui sont tirées auprès de la Fed dans ces facilités qui ont été mises en place. Et ça, c'est un signe quand même que le stress est en train de baisser. Certains demandent carrément d'interdire les ventes à découvert sur les valeurs bancaires. Vous en pensez quoi là-dessus, vous?
Effectivement, c'est Jimmy Dimon, hein, le CEO de JP Morgan qui a proposé ça. J'ai pas d'avis particulier pour être franc. Je pense que ce qui est important, c'est le fondamental et la réaction des autorités. Et si effectivement le fondamental est plus solide qu'il n'y était il y a 15 ans, les banques sont quand même mieux régulées et ont des ratios de capitaux plus solides, et on a des autorités qui ont beaucoup appris au niveau de la rapidité de la fonction de réaction, j'ai le sentiment que avec ou non ce forme d'interdiction, on peut s'en sortir et ramener la confiance. Juste pour clore cet entretien, Samy, on a réussi à éviter l'erreur de politique monétaire des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique, même si ce n'est pas encore terminé côté BCE, ou est-ce que vraiment on risque un atterrissage moins en douceur que ce qu'on aurait aimé des grandes économies? C'est trop tôt pour le dire, mais c'est sûr qu'à aujourd'hui, on a quand même le sentiment de quelque chose d'assez maîtrisé. Évidemment que les banques centrales ont eu du retard dans cette histoire d'inflation. Elles auraient pu agir avant, mais enfin, c'est un peu facile à dire avec du recul aussi. Mais quand on voit ce qui a été fait, finalement, à aujourd'hui, on aurait payé pour avoir une réduction du risque de l'inflation tel qu'il est arrivé, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Maintenant, c'est le risque de la croissance qu'il va falloir mesurer. Si on s'en sort avec un gros ralentissement ou une récession modérée et une augmentation du taux de chômage de moins de 1%, donc un chômage qui irait de 3,5 aux États-Unis à quelque chose comme 4,5, 4,6, on se rend compte, enfin, on s'en sera très très bien sorti, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Bon, dernière question, et vraiment on termine là-dessus pour le coup. Vous y croyez, vous, à une baisse des taux de la Fed cette année? Vous êtes plutôt côté Absolument pas, marché hein. ou côté Fed? Ça paraît complètement prématuré. Vous l'avez dit, David, l'inflation sous-jacente est quand même au-dessus des 5,5. 5% aujourd'hui, Ouais. 5,5. Il faut donc persister à ces niveaux-là jusqu'à la fin de l'année. Donc Ce pour n'est qu'en vous, selon vous, il n'y aura pas 2024. de baisse de taux de la Fed cette année? Oui, on voit la première baisse de taux, premier trimestre 2024. Ça paraît trop tôt en 2023. On n'est pas encore arrivé là où on le souhaite au niveau de l'inflation pour se permettre des baisses de taux dès cette année. Allez, merci beaucoup. Donc, entretien Merci David, avec Samy à Char, bientôt. chef économiste de Lombard Odier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut!